Bonjour tout le monde. Ah, est-ce que j'ai du son, Jules? Oui, OK, je m'entends là. Alors, merci d'être présent pour cette dernière conférence d'une série de 3 présentée dans le cadre de la 24e édition des Journées de la culture qui a pour thème cette année les 1001 métiers de la culture. Vous aurez le privilège aujourd'hui de rencontrer 2 luthiers au parcours hors du commun. Félix Marzel est un artisan, concepteur, designer et entrepreneur qui unit l'art et la science au profit de l'expérience. Vous saurez tout plus tard. Richard Morancy, archetier de profession, a fondé pas une, mais 2 archetteries. C'est vous dire la valeur de son savoir-faire et de sa pratique sur le territoire québécois. Ces 2 artisans ont étudié ensemble à l'école de lutherie. Ils ont par la suite emprunté des parcours différents et c'est un projet commun, peu conventionnel, qui les a fait se retrouver et c'est ce qu'ils vont vous raconter aujourd'hui. On a aussi l'honneur d'avoir avec nous aujourd'hui Elisabeth Gagnon, ex-réalisatrice et animatrice à Radio-Canada. Elisabeth siège également sur le conseil d'administration de Métiers et Traditions et est littéralement habitée par les musiques de tout horizon. Pendant la conférence, vous pourrez interagir avec les artisans et Elisabeth vous invitera à prendre la parole à des moments précis ou selon une improvisation. Vous levez la main, elle vous fait signe. Normalement, quand vous parlez, vous devez remettre votre masque, alors c'est important de vous lever et de parler le plus fort possible. Et comme, en tout cas, normalement, on n'aura pas besoin de micro pour le faire parce que l'intimité de l'Église nous permet ça. Métiers et Traditions se doit de remercier ses partenaires sans qui ces événements ne seraient pas possibles. Alors, merci tout particulier à la Ville de Longueuil, plus spécifiquement à Stéphanie Lacaire et Stéphanie Brio du Bureau de la Culture qui nous soutiennent de formidables façons dans nos projets. Serge Olivier Sauvé et ses acolytes, Jules en l'occurrence aujourd'hui, qui ont mis en lumière l'Église aujourd'hui. Les membres du conseil d'administration qui sont présents pour nous aider, Madame Garand et Martin qui est à l'accueil pour nous accueillir. Et Yann Vadnet qui capte ces moments précieux pour les graver dans nos mémoires. Alors, merci de respecter évidemment les règles de la santé sanitaire, la distanciation sociale et tout ça. Et sur ce, bonne conférence. Alors, vous savez, si vous êtes ici, si vous vous intéressez à la lutherie, qu'un luthier, ça fabrique, ça répare, ça restaure, ça entretient des instruments à cordes, principalement. On parle de tous les instruments à cordes, puis on va voir... Frotter ou pincer. Et quand on parle des instruments comme le piano, le clavecin, les autres, on dit facteur d'instruments. Aujourd'hui, on mélange les 2. On est facteur de son parce qu'on élargit au plus large les possibilités de la musique et des instruments. Alors moi, ce que je veux savoir en premier, et je pense que tout le monde veut savoir, quand vous étiez à l'aube d'entrée, justement, à l'école de lutherie à Limoilou, à Québec, qu'est-ce qui vous a fait hésiter entre la lutherie et le conservatoire? Parce qu'au départ, j'imagine qu'il faut être un petit peu musicien pour être luthier. En fait, je vais laisser la phrase tranchante à Richard après sur le luthier musicien. Mais non, je pense que c'est 2 branches complètement différentes. Moi, j'ai joué du violon quand j'étais jeune. J'ai haï ça, en plus. Je détestais le violon. Parce qu'on t'a forcé ou? Oh oui, mon père, là, c'était comme pratique. Puis, je sais pas ceux qui se rappellent de Chambre en ville, mais mes cours étaient en même temps que Chambre en ville. Fait que j'arrivais à l'école le lendemain, puis j'avais pas les potins de ce que Pete avait fait à Lola. Moi, j'étais bien triste de ça, tu sais. Fait que ça a énormément surpris mon père quand j'ai dit que j'allais devenir luthier. Mais je vais laisser Richard... Mais donc, tu aimais la musique quand même? Ah, j'adore la musique, oui, absolument. Ouais, moi, là-bas, j'avais fait un deck auparavant en musique. Fait que j'avais déjà un petit parcours de musique de fait, puis j'ai fait de la musique semi-professionnellement, si on veut. Et puis, mais mon premier choix de carrière, c'était la lutherie. Et puis, par un concours de circonstances, j'ai choisi à dernière minute d'aller vers la musique parce que c'était plus proche de chez nous. J'habitais au Saguenay, puis ça me disait pas trop d'aller à l'extérieur. Fait que il s'est passé 10 ans où j'ai fait de la musique, puis à un moment donné, cette
passion-là, puis ce rêve-là, il m'est revenu en pleine face. Puis je me suis rendu compte qu'à ce moment-là où j'avais la chance de faire mon choix de carrière, 10 ans auparavant, je m'étais trompé de branche. En fait, ça me pétait dans la face. Je me suis dit, je me suis trompé. Mais j'aurais pas pu embarquer comme je l'ai fait dans la lutherie sans avoir fait ce parcours de 10 ans-là de la musique, d'avoir compris l'amour de l'instrument puis l'amour de la musique comme ça. Fait que c'est la musique aussi, à la base, qui m'a amené vers la lutherie par la bande, si on veut. Ouais. Je pensais qu'il allait dire, parce que bien souvent, on demande toujours, il y a une réponse tranchante, quand on dit est-ce que le luthier doit absolument jouer du violon, parce que c'est un peu ça la question. Mais Richard, c'est quelqu'un qui avait déjà dit ça, mais grosso modo, ça dit le violoniste joue du violon, le musicien joue du violon, le luthier joue du bois. T'sais. Fait que c'est vraiment l'idée qu'on n'a pas besoin nécessairement de plusieurs luthiers vont pas être d'abord de grandes carrières. Non, vous l'avez dans la tête, la musique. Ouais, c'est ça. C'est une autre relation avec l'objet que purement le jeu là. Oui. Présente-nous d'ailleurs, puisque tu parles d'objet, l'objet qui est à côté de nous, que tu as fabriqué. Oui, absolument. Il s'appelle Louis. Donc ça, c'est Louis. C'est un projet de fin d'études en design industriel que j'ai sculpté à partir de la bûche qu'il y a là. C'était un exercice sur... Une bûche d'érable. Oui, un morceau d'érable, exactement. L'idée, c'était de concevoir une sculpture sonore, parce que mon approche en lutherie a été beaucoup portée vers l'expérience, le design d'instruments contemporains. Donc, c'était l'idée de créer un violon qui était en formation. Donc, c'est vraiment quand on regarde la table et le fond, quand ils sont alignés par, je pense qu'on dit anamorphose, le F du violon apparaît. Donc, c'était un peu de jouer autour de ça. Puis cet instrument-là, au niveau de l'ingénierie, je l'ai poussé plus loin. Je l'ai numérisé en 3D, donc avec un scan 3D. Puis, il y a une CNC, un genre de bras robot sur 5 axes qui est venu l'en faire en 7 copies. Fait que j'ai vraiment poussé plus loin la réflexion de la sculpture, du geste d'artisan, comment est-ce qu'on peut l'amener en série. Ça, c'est juste moi avec ma recherche personnelle avec le design. Là, mais... Alors, s'il avait des cordes... Oui, ça joue. On peut le brancher. C'est un violon électrique, on s'entend. Il n'y a pas de caisse de résonance. Mais je le laisse comme ça parce que je l'aime. Il est très beau. Je l'aime épuré comme ça. Ça donne une idée de ton parcours. Oui. Donc, tu es passé, toi, de la lutherie, de l'école de lutherie, où on apprend toutes sortes de choses, hein, non seulement de comment fabriquer des instruments, comment jouer avec le bois, mais aussi la créativité. On vous enseigne l'histoire, on vous enseigne toutes sortes de choses. Et là, à partir de ce bagage-là, qu'est-ce que tu as fait, toi? L'idée... J'ai jamais été très traditionnel dans ma pratique. Puis je pense que ça aurait pu déranger... ça dérangeait assurément certains professeurs. Pourquoi cette forme-là? Pourquoi cette manière-là de faire depuis 300 ans? Moi, je la remettais beaucoup en question. Puis il y a quelque chose de magique pour tous les artisans, j'imagine, le rapport avec la matière, mais la lutherie, moi, je trouvais que c'est toujours emprisonné dans quelque chose. Il faut que tu fasses ce moule-là, il faut que tu répètes un violon qui est répété depuis des centaines et des centaines d'années. 400 ans, 300 ans. Ouais. Puis bien souvent, c'est un peu ça qu'on voit avec l'objet ici, c'est que des fois, le fil du bois va à quelque part, puis tu te dis, je vais le suivre, tu sais. Parce qu'en fait, là, on commence à jouer un peu, c'est comme j'ai toujours imaginé comme une partie d'échecs que je joue avec moi-même, dans le sens où je vais suivre où le bois veut que j'aille, mais j'ai toujours des mesures qui sont importantes, la longueur de corde vibrante, il y a des mesures qu'il faut pas déroger dans l'instrument, mais tout le reste, on peut se permettre un peu de créativité. De prendre des chemins de traverse. Ouais, puis à la fin du deck, j'ai fait comprendre à mes professeurs que j'allais pas mettre luthier en bas de mon nom, tu sais, j'allais pas comme ternir la discipline, mais que j'allais être un designer d'instruments contemporains. Fait que je pense que ça a été un peu ça Tu penses que ça les a rassurés? Pour me donner mon diplôme, je pense que oui, pour de vrai. Là. Mais j'étais vraiment j'étais vraiment ailleurs. T'étais à part des autres, oui. Pas à part des autres parce que tout le monde. Mais moi, dans cette pratique-là, je voulais être ailleurs, puis je voulais explorer d'autres choses. Puis c'est ce que je suis allé faire en design industriel, là, vraiment explorer le. Après ça, tu es allé donc dans d'autres. Ouais, j'ai essayé, puis j'ai vendu tout de suite en sortant de l'école, j'avais vendu un violon électrique à une jeune violoniste. Puis là, j'ai commencé à le faire dans mon... Je me suis fait mes cartes, là, designer d'instruments contemporains. Puis là, je commençais à gouger le bois, puis je regardais le temps. J'étais comme, tabarnak, il va pas faire d'argent de même, tu sais. Puis je me suis réalisé que tu peux pas juste mettre designer sur une carte, puis tu deviens designer, ça me prend une formation.
Fait que là, je suis allé faire 4 ans à Montréal, ici à l'UDM, pour parfaire les techniques de mise en forme, puis tout. Et après ça, tu as fondé la compagnie que tu Ouais, je suis vraiment comme ça. Là, je fais ma promotion. Ouais, c'est design ingénierie de l'expérience, en fait. Puis les 4 ans du bac, j'ai toujours beaucoup tourné autour de l'exploration musicale. Fait qu'il y a une grande partie de ce que je fais à l'intérieur de 10 au carré. Là, le truc s'appelle 10 au carré, la compagnie. Je travaille beaucoup le son, je travaille beaucoup cette exploration-là, mais on fait toutes sortes de choses. On est beaucoup dans les dans des objets utilitaires ou dans ouais, ben, la mission, des sculptures extérieures. Oui, exact. Mais la mission de l'entreprise, en fait, c'est à partir d'une invention d'un objet, comme gifler un peu les gens pour que leur quotidien est comme, OK, on s'arrête, on regarde ça, qu'est-ce que c'est? Générer un peu, de l'émerveillement, piquer la curiosité des gens autour d'un objet que je dépose dans le domaine public. Fait que ça peut être un parc ici, ça peut être devant une bouche de métro, dans un centre d'achat. C'est vraiment un espace qui est public. Puis, ouais, c'est ça. L'idée, c'est de faire un peu des scénographies urbaines. Donc, j'arrive pas avec l'histoire. Les gens vont créer leur propre histoire autour d'un objet, une banane géante dans un parc ou donc, ben, j'ai des images. Quand tu veux, tu me donnes le go, puis je peux les faire apparaître à l'écran. Mais si tu veux maintenant, peux-tu... Moi, je suis prêt. Je vais juste pas prendre tout. Puis après ça, on fera un petit tour avec Richard. Vas-y. Il y a une question. Oui. Non, c'est en fait, j'ai fait un peu les deux. C'est design industriel à l'aménagement. Donc, c'est la faculté de l'aménagement qui comprend toutes les disciplines du design, de l'urbaniste non, il n'y a pas de design graphique, excuse-moi. Donc, du design industriel, de l'urbanisme au design industriel. Puis ensuite, j'ai fait technologie des arts de la scène, ça est un certificat à Polytechnique que j'ai pas complété. Il y avait juste trop de chiffres puis trop de boutons sur la calculatrice. Je vois pas là. Non, c'est pas vrai. En fait, c'est pas ça du tout. C'est que je suis vraiment tombé en amour avec le théâtre à l'italienne, comment ils faisaient les effets spéciaux au 17e siècle dans les théâtres, avec les contrepoids, les manivelles, les ci, les ça. Fait que j'ai commencé à me spécialiser beaucoup là-dedans. Fait que j'ai délaissé tout ce que le programme pouvait enseigner en termes de technique, toute la technicalité des théâtres, des choses comme ça, pour vraiment me concentrer dans l'objet d'expérience. Fait que ça, c'est des exemples un peu qu'on a fait toujours autour du son. J'ai pris ça, on a fait autour de 700 inventions et réalisations. Je vois Anne-Marie en avant, on a travaillé dessus d'ailleurs sur le Oma qui est là. Oma veut dire grand-maman en allemand. C'était un carrousel, je me suis inspiré des carrousels allemands. Donc, quand on tournait la manivelle, tout le sapin, très abstrait, vous allez me dire, les tuyaux verts représentaient le sapin. Puis sur le sommet, il y a une étoile avec un petit bras. Donc, quand les gens tournaient la roue, les petites étoiles jouaient la mélodie, tam, tadadam, tam, tadadam, et ainsi de suite. Puis, il y avait des baguettes de part et d'autre de l'engrenage. Donc, sur le 2e et 1er étage, les gens, quand déposaient la baguette à un endroit précis, ben, on avait une 2e voix, et ainsi de suite. Donc, ça créait une espèce de carillon complètement analogue. Oui, donc, quand je parle de théâtre à l'italienne, c'était beaucoup ça. Je trouvais qu'il y a quelque chose de très beau. L'autre, on était à Shanghai cette année. On a fait des vélos qui font de la musique. Avec un de mes amis, Julien Leblond, on a monté ce projet-là ensemble il y a 5 ans déjà. Donc, chaque vélo a un instrument de musique. Puis quand on pédale, ben on recrée une pièce sonore. Puis plus dernièrement, j'ai eu la chance, en fait, l'honneur, dis-je, que Kent Nagano me donne un mandat. Il m'a donné carte blanche pour que je crée des instruments de musique pour les enfants. Donc, on était à la virée classique, pour ceux qui connaissent un peu. C'est l'ouverture de la saison se fait avec... C'est l'ouverture ou la fermeture de la saison? Non, c'est l'ouverture, à l'automne. Oui. J'ai commis un doute en le disant. Puis, donc, si tu veux, peut-être changer la slide. Fait qu'on on est arrivé avec l'idée d'une ménagerie animale. Maestro a toujours voulu travailler autour de ça, le concept de l'animal et de la musique. Fait que j'y ai amené les sketchs qui a un peu allumé cette étincelle-là chez lui, puis on l'a monté le projet ensemble. Fait que c'est un lion qu'on joue du métallophone sur ses dents, une grenouille que lorsqu'on pèse sur ses pieds, il y a de l'harmonica qui sort de son nez. Puis si on change la slide, on a le poisson qui est un drum, puis on a un oiseau qui est un dulcimer ou une sorte de grosse guitare. Puis tout ça était accordé ensemble, donc ils pouvaient jouer ensemble. Puis encore là... Tout dans la même tonalité, donc. Oui, j'étais en ré, il me semble, quelque chose comme ça. Okay. Puis on était allé avec l'école de lutherie, fait que je suis retourné à Québec
on a travaillé avec Rémi là-bas, puis deux, trois autres artisans, puis ils sont venus ici, puis on a tout monté ça. Il y a ce côté-là rassembleur aussi qui est très intéressant de cette pratique-là que j'aime énormément, en fait. Là. Ouais. Que je trouve qui est beaucoup plus enrichissante qu'être juste comme seul dans l'atelier. C'est une forme de lutherie éducative, presque. Ah ben assurément. Ouais. On pourrait en parler longtemps. On va faire un petit tour dans la vie de Richard. Donc, toi, tu as commencé par la lutherie, puis ensuite? Ensuite de ça, je me suis spécialisé vers l'archetterie. Donc, Mais comment tu as réalisé que l'archet était donc le complément direct du luthier? On était amené à en parler dans les cours de lutherie et tout ça. C'est drôle, ça me rappelle plein d'images. On reparle quand on a fait de l'école ensemble, puis on avait des personnalités très différentes, où moi, j'étais peut-être très dans la tradition, si on veut. Puis Félix, ça se trouve être une des personnes les plus créatives que j'avais rencontrées. Frédéric, lui, c'est un chaudron qui boue. Un chaudron qui bouille tout le temps. Il y a tout le temps des idées. Puis à partir du moment où moi, je me rapprochais à faire un instrument dans mon cours qui se rapprochait le plus possible de Stradivarius, ben il y avait Félix de l'autre côté qui tentait le plus possible de s'en éloigner. Puis c'était fascinant d'avoir ces deux aspects-là. Puis moi, dans cette recherche-là de la tradition, ben j'ai été amené à connaître, à découvrir le travail des métaux précieux. Parce qu'à l'école de lutherie à Québec, l'école de lutherie est au 2e étage. Puis au 3e étage, il y a l'école de joaillerie. Fait qu'on côtoie les joailliers toujours, puis on développe des amitiés avec eux. Puis là, j'ai découvert à quel point tout ça, c'était fascinant. Puis par la suite, j'ai découvert le travail de l'archetterie, que là, combinait un peu le travail de la lutherie, le travail du bois, mais aussi le travail des métaux précieux, de l'or, de l'argent, et puis tout l'aspect minutieux, puis et tout ça. Fait que déjà que j'étais passionné de lutherie comme c'est pas possible, quand j'ai découvert l'archetterie, ça a été un autre univers qui s'ouvrait à toi, là. Un autre univers s'ouvrait à moi. Puis c'est ça qui est fascinant aussi, parce qu'avec les métiers d'art, on a des métiers de tradition, mais les possibilités sont vastes puis sont infinies. À partir du moment où on commence à s'intéresser aux métiers d'art, on découvre un univers où les possibilités sont tellement larges. Et donc, ton métier d'archetier, tu es allé le perfectionner en France après? Oui, tout à fait. Fait que... Parce que, explique-nous l'importance de l'archetterie en France par rapport à l'Italie, par exemple. Quand on pense au violon, on pense toujours à l'Italie. Absolument. Ben, on dit l'archet est à la France que le violon est à l'Italie. Donc, souvent, l'archet est perçu un peu comme un accessoire. Mais au-delà de ça, c'est un instrument à part entière. Donc, l'archet va produire le son, va créer le son, puis va modifier le son soit du violon, de l'alto, du violoncelle ou de la contrebasse. Et puis, donc, c'est un instrument à part entière. Et puis... et il peut avoir une personnalité. Et chaque archet a sa personnalité, puis on peut partir d'un même bout de bois pour faire 3-4 archets du même bout de bois. Chaque archet, dépendamment de sa densité, de la manière que ces fibres de bois sont découpées dedans, va avoir une personnalité, puis va avoir quelque chose de différent que l'autre à côté a pas, même s'ils sont du même bois et tout ça. Fait que le travail de l'archetier, c'est d'aller tirer le maximum possible de chaque pièce de bois, puis de le façonner. Le travail de l'archetier, je dis, c'est à peu près essayer de faire la Ferrari de l'archet, si on veut. Fait que c'est de fine-tuner. Selon les pièces que tu peux ajouter dessus, est-ce que ça peut modifier le son, ça? Essentiellement, c'est pour ça que aussi que je suis allé vers l'archetterie, parce que la lutherie, on a, je pense, 75 et plus pièces qui constituent le violon. Puis à toutes les fois qu'on modifie une de ces petites pièces-là, on modifie plein de choses. L'archet, ce qui constitue ce qui fait le son, c'est une pièce. C'est essentiellement la baguette. Les autres, c'est un peu de la mécanique, puis les autres pièces qui vont constituer l'archet, mais essentiellement, c'est l'archet a comme rôle un peu de faire l'aiguille du tourne-disque. Donc, c'est vraiment l'extracteur de son, puis de façonner une pièce de bois comme ça, puis aller soutirer le maximum, c'est ça qui est le défi. Le défi à chaque aussi. fois. Oui. Et puis, c'est pas de la matière synthétique qui unit, qui frotte sur les cordes, c'est de la matière naturelle. C'est de la matière naturelle, donc ce qui va constituer l'extracteur de son un peu, ça va être du crin de cheval. Donc, on va travailler avec du crin de cheval.
de Mongolie, essentiellement mâle, parce que la femelle va uriner sur sa queue, puis ça va détériorer la qualité du crin. Donc, puis pour faire un petit bottillon de crin qui coûte extrêmement cher, pour que les musiciens vont changer ça 1 fois, 2 fois par année, il faut beaucoup, il en faut une très grande quantité. Et puis, il y a des gens qui travaillent à journée longue à démêler les petits fils, les petits cheveux, pour dire, lui, il est cassé, il est pas correct. Tu sais, c'est un travail de moine, carrément. Puis, alors, quand tu vois une Nathalie McMaster qui y va sur son violon puis qui arrache ses crins à tout bout de champ. Elle dit, wow, genre d'ouvrage. Youpi, elle va venir me voir bientôt. Oui, ça fait partie du spectacle aussi. Mais tout cet aspect-là du travail avec les matières nobles, c'est vraiment fascinant. Puis à travers ça, avec le projet dans lequel on va en parler un petit peu plus. Oui, on va arriver là. Le projet dans lequel on travaille ensemble aujourd'hui, 15 ans après avoir fait notre parcours ensemble, m'amène à tout re-questionner ma manière de travailler de façon traditionnelle, puis m'amène à découvrir d'autres choses. À évoluer, finalement. Ouais. Ouais. Dans, vraiment intéressant. Dans ton art et ta manière de le faire. Amené en 2020. Là. Bon. Ouais. On parlera de la continuité après, mais justement, venons-en au projet. Veux-tu présenter un peu, Félix, votre projet? Oui. Comment tu es allé rechercher Richard pour ton projet? Oui, absolument. Richard et d'autres, je pense que vous êtes plusieurs quand même. Oui, la communauté, on est allé chercher du monde. Ça, c'est un peu ça l'idée aussi que j'aime beaucoup de l'entreprise. Ce que le véhicule que mon entreprise me donne, c'est d'embarquer du monde dans la voiture, puis on s'en va à quelque part. Puis à ce niveau-là, j'ai beaucoup fait de sur-mesure. Donc, le projet qu'on parle, c'est une contrebasse, en fait, pour Stingray. Je sais pas si vous voyez un peu à l'écran, on voit Stingray. On voit pas le logo, malheureusement, mais pour ceux qui peuvent l'imaginer, parce qu'ils le connaissent, c'est 2 raies qui sont superposées une sur l'autre. Donc, c'est comme 2 losanges au final. Fait que le projet... C'est là que le pêcheur entre en ligne de compte. C'est ça, exactement. Ouais, c'est un gros poisson que je suis allé chercher avec Stingray comme client, là, on s'entend. Donc, l'idée, c'était pour leur nouveau siège social de créer une contrebasse qu'on peut jouer à partir de leur logo. Donc, là, on sort complètement de la forme traditionnelle de l'instrument. Fait que j'ai commencé à donner des coups de fil à mes anciens chums à Québec. Puis on a commencé à décortiquer le projet. Puis pour moi, c'est toujours important d'avoir la touche d'ingénierie. Tu sais. Donc on l'a modélisé. Fait que ça, c'est un rendu 3D qui a été fait. Puis au fil du projet, on est allé chercher un de nos amis, plus qu'un ami, là, c'était un enseignant, puis c'est maintenant le directeur de l'école à Québec. Donc lui, ça fait tu pourrais peut-être expliquer mieux sa recherche que moi, mais ça fait au moins une dizaine d'années qu'il ramasse du data sur le bois québécois. Donc, chacun des étudiants qui façonne une table, mais lui, il prend le data avec une méthodologie que lui-même a développée, en fin de compte. Mm-hmm. Fait qu'on s'est servi de son expertise puis de son outil pour vraiment aller chercher les bonnes épaisseurs de table pour être sûr que l'instrument sonne. Fait qu'on est vraiment allé piocher dans le data de la lutherie même, avec le groupe de recherche que lui a. Puis on est allé mettre les ingénieurs après ça chez nous pour vraiment aller la modéliser puis la comprendre en 3D. Puis après ça, on a, grâce au réseau à Richard aussi, que lui, il a entretenu parce qu'il est dans le domaine. Là, on a ramené un autre 4, 5, 6 personnes pour la sculpter parce que c'est des grosses pièces de bois. Puis c'est pas tous les luthiers qui... À l'échelle, dis-nous à peu près combien ça mesure, là? C'est haut comme moi, là. C'est 6 pieds, là, avec le manche, là. Donc, puis c'est lourd, puis c'est costaud. Mais on réinvente quelque chose complètement. Tu sais, c'est ça qui est vraiment, vraiment, vraiment génial. Mais est-ce qu'elle est complètement créée maintenant? Non, là, il y a d'autres photos. Si on veut les regarder, notre petit album de photos, ça, c'est vraiment pour dire que l'École nationale de lutherie a vraiment rentré dans le projet aussi. Fait que ça, c'était très intéressant. Puis si on défile les photos encore, on voit les luthiers, là, étant en Beauce. Tu sais, c'est ça qui est le fun, elle se promène partout en région. Elle passe d'un artisan à l'autre. Oui, on se passe la POC, là, tu sais. Fait qu'il y a une équipe en Beauce qui l'a sculpté, puis après ça, là, ça, c'est nous autres, il y a quelques semaines, on était en train de fermer la caisse, puis là, on se grattait la tête de comment est-ce qu'on va mettre un manche là-dessus. C'est vraiment comme quand je disais une game d'échecs, c'est un peu ça. Tu peux jamais tout prévoir, mais ce qui m'a beaucoup impressionné avec la lutherie, en fait, c'est que
tout est réparable. Tu es comme stressé à cause que c'est un violon, tu es comme, il faut pas que je manque ma shot, mais au final, tu mets une patch ou tu mets, tout est... Et peut-être qu'il y a du monde qui grincerait des dents que je dis ça, là, mais dans le sens où pas qu'on construit le parachute après avoir sauté de l'avion, parce qu'il y a quand même une grosse préparation en termes de modélisation 3D. Mais disons que ça demande un petit peu d'habileté, là. Oui, non, c'est sûr qu'il y a... Puis c'est pour ça que j'aime bien la confier à... Ça fait longtemps que j'ai pas joué de la gauche, tu sais, fait que rentrer dans un projet de même, moi, personnellement, j'aime mieux être appuyé sur une équipe. Puis à la sortie, vous pourrez voir toutes les... est imprimé 3D. Donc, on a utilisé beaucoup les technologies d'impression 3D pour valider les modèles, puis comprendre la table. Donc, on a fait des petites versions réduites là, qui sont imprimées 3D à la sortie. Vous pourrez regarder de quoi ça a l'air. Puis, je pense qu'il y a une dernière photo, le duo, le duo d'Erib. Fait que là, on a un manche. Fait qu'on on espère qu'en octobre, là, avant l'Halloween, elle devrait être faite. Presque terminé. Ouais. Oui. Sur l'archet? Ouais. Après ça, on va prendre un archet de contrebasse qui est déjà fabriqué, qui va nous permettre de l'essayer. Mais on est déjà en contact avec un très bon contrebassiste qui va être votre cobaye. Qui va être le cobaye, puis qui lui va pouvoir aller voir qu'est-ce que l'instrument peut donner. Donc, ça va être vraiment intéressant. Tu sais, c'est ça qui est fascinant avec la... Et peut-être au risque il va vous demander des modifications, peut-être. Je le vois. Ça se passe pas. Mais c'est fascinant. C'est ça qui est fascinant avec la lutherie, c'est que on imagine l'objet, tu sais, puis Félix a réfléchi, a créé cet objet-là. Mais là, il est pas terminé, puis on est à la fin, on ne sait pas comment ça va sonner vraiment. Tu sais, cet aspect-là est ça va être un moment intéressant. de... Ouais. Oui. Oh, c'est Oui, derrière, une autre question. Oh, Lucie. Ça devrait se rapprocher, là, généralement. Ouais. Assurément. Ben oui. Et c'est la caisse de résonance aussi qui est importante, là. Oui, exact. Peu importe la forme. La partie qu'on voit, là, c'est principalement la caisse. Puis c'est pour ça que je trouvais ça, comme concepteur, je trouvais intéressant le fait de travailler avec quelqu'un comme Rémi Rouleau à l'école de lutherie qui en a vu la table de résonance passer, puis même les luthiers, quand ils l'ont sculpté, tu sais, c'est moi qui ai dessiné les F, là, les ouïes là, du violon. Puis là, le luthier en bas, c'était comme, il est pas sûr. Puis là, on est rentré dans des débats de, OK, on les garde-tu comme ça? Parce que ce qui est important de comprendre, la table d'un violon, on veut qu'elle joue un peu le rôle d'une trampoline, en fait. Très, très souple, puis est appuyée par une arme. Donc, on a une pièce de bois qui relie la table au fond. Donc, le fond, il est très solide. Donc, quand on joue, la vibration envoie la vibration vers le bas. La table se met en vibration. Mais le fond dur du violon ramène cette vibration-là sur la table. Ouais. Puis à ce moment-là, ce retour-là sur la table, là, la table, elle se met vraiment à vie. Là. C'est l'effet d'une trampoline. Puis d'ailleurs, généralement, tout en périphérie de la table, on garde toujours une épaisseur un peu plus mince. On enlève toujours un petit millimètre, justement pour garder cette élasticité-là sur toute la table, pour que toute la table se mette en vibration puis qu'elle devienne vivante. Ce que tu nous dis, c'est que quand un musicien joue, ça bouge plus qu'on... Oui, absolument. Que ce qu'on peut voir à l'œil nu, là. Puis nous, là. La position de ce petit bout de bois-là fait toute la différence du monde. Tu tasses ce truc-là d'un demi-millimètre, puis moi, j'ai toujours comparé d'une manière un peu philosophique à la position de la Terre dans notre système solaire. Tu décales la Terre de je ne sais pas combien de centaines de milliers de kilomètres par là, puis là, tu viens d'enlever peut-être la moitié des mammifères sur Terre. Tu sais. Ouais. Fait que c'est un peu la même chose. Moi, c'est toujours ça qui m'a fasciné avec le violon. C'est que tu crées un être, c'est un peu ça. Ça s'appelle l'âme du violon. Tu crées un être, puis c'est ça. Des fois, on crée des monstres, dans mon cas, puis des fois, on crée des dieux. Tu sais, mais il y a vraiment cette... Mais vous partez d'une base quand même avec des techniques et des données... Il y a des choses béton, il y a des choses qui peuvent pas changer. Il y a des données qu'on doit conserver, puis le restant, on joue autour. Puis je pense que c'est ça. Je pense que les luthiers qui ont embarqué dans le projet, c'est les luthiers qui ont vu le potentiel de s'amuser puis sortir du moule un peu.
c'est ce qu'on amène avec le projet, puis c'est ce qui nous allume aussi. Là. Alors, il va naître, la naissance est prévue pour quand, là? Octobre. Octobre! Oh, Octobre. l'Halloween! Peut-être. T'as des questions? Une question, monsieur? Les cordes. Oui. Les cordes, ça va avec l'archet aussi. Ça prend des cordes pour faire jouer l'archet. Un ne vient pas sans l'autre. Oui. Mais vous parlez pour le projet, là? Oui, ton projet de ta contrebasse. C'est étonnant, hein? Tu une réponse à ça, sans que moi je viens de parler, là? Ben, en fait, c'est ça. Normalement, dans le meilleur des mondes, il va y avoir des cordes dessus dans une semaine et demie. Ça va être joué, jouable et puis... Mais pour répondre à la question, je pense que c'est ce qui est intéressant de la conférence, parce que quand on s'est parlé, le fait d'enlever les cordes, on voulait beaucoup échanger sur le côté de comment est-ce que l'artisan ou l'image de l'artisan qu'on pouvait avoir, on pouvait l'amener à le sortir de son atelier pour aller explorer de l'ingénierie ou pour aller explorer un autre métier d'art. Fait que ce qu'on aimait de cette rencontre-là, c'est pas tant de venir présenter un instrument à cordes puis d'en faire un petit morceau, mais c'est de voir toute l'évolution qui prend place aussi dans les métiers d'art, puis de voir aussi des possibilités, puis peut-être inspirer d'autres gens, peut-être des artisans dans la salle qui pourraient dire, OK, ben moi je suis céramiste, est-ce que je pourrais utiliser l'impression 3D pour faire mes vases? Ben la réponse est probablement oui, tu sais. Fait que je pense que c'était plus d'allumer un peu cette étincelle. En fait, c'est l'apport aussi de la technologie à votre service qui peut faire avancer la lutherie. Oui. On part d'une base qui est très traditionnelle, dans des métiers de tradition, puis que très manuel. Très manuel. Puis on a la possibilité aujourd'hui d'avoir les technologies qui sont là, puis les imprimantes 3D et tout ça. Puis si Stradivarius avait eu la chance d'avoir ces outils-là à l'époque, c'est sûr qu'il s'en serait servi. Il y avait beaucoup d'employés, il y avait beaucoup de... L'idée, c'était de produire. Puis là, aujourd'hui, la technologie nous permet d'amener les métiers traditionnels ailleurs. Puis cette rencontre-là, ce retour-là, à travailler un peu, à collaborer ensemble avec Félix, moi, ça m'amène... Là, je suis en train de travailler sur un projet pour développer un archet qui va être totalement conçu en matériaux composites. Fait que là, c'est le projet qui s'en vient. Je suis dans des démarches avec le Centre de développement des composites du Québec à Saint-Jérôme. Puis l'idée, c'est de travailler avec eux autres. De quelle façon on peut essayer de concevoir un archet qui va avoir les mêmes caractéristiques, qui va sonner aussi bien qu'un archet traditionnel, mais sans bois, sans arbre. Sans bois, mais aujourd'hui, ils travaillent avec de la fibre de lin, de la fibre de coton, puis les possibilités sont infinies. Ils ont des imprimantes qui sont capables d'imprimer jusqu'à 36 pouces de large. L'archet peut être totalement fait en impression 3D avec toutes sortes de matériaux, puis ça amène toute une autre vision à nos métiers, tu sais. Là, en ce moment, on est autour de 8 mm, autour de 8-9 mm. Non, l'épaisseur change où l'âme, où la pièce de bois est. Généralement, on va aller chercher un peu plus d'épaisseur. Puis, on va réduire les épaisseurs en pourtour. Le violon, on peut imaginer que c'est une épaisseur peut-être 2 fois moindre. Fait que tout dépendamment, c'est ça, tout dépendamment du volume, les épaisseurs changent. C'est cette data-là qu'on a voulu aller chercher avec. Là, on est en épinette sur la table, puis on est en érable. Puis pour des raisons mécaniques, parce que notre stress toujours à nous en termes de concepteurs sur ce projet-là, c'est que quand on met la pression, l'instrument fasse la banane. Tu sais. Fait que pour cette raison-là, on a travaillé avec un fond en contreplaqué, ce qui est pas scandaleux. Il y a beaucoup de contrebasses qui utilisent le contreplaqué. Quand j'entends contreplaqué, c'est des couches de bois qui sont lamelées, mais avec le fil à contresens. Donc, on a utilisé ça pour des propriétés mécaniques pour être sûr qu'on ait quelque chose d'un peu plus stiff. Parce que même avec cette taille-là, puis il y a un certain poids, on le voit, là, on la travaille, puis on le voit qu'elle veut, elle veut plier. Ben pas qu'elle veut plier parce que ça serait un défaut de fabrication, mais on le voit qu'elle va quand même garder une souplesse.
Fait que pour nous, ça, c'est vraiment excitant de voir que même massif comme elle réagit quand même un peu comme un violon, dans le sens où on le voit qu'elle veut chanter. Puis ça, c'est quelque chose que tous les artisans, dans chacun de leur domaine, avec chacun de leur matière, il y a ce rapport-là avec leur création. Puis c'est intéressant d'essayer de deviner comment une création va être parce qu'elle va te surprendre par sa personnalité. Puis ça, c'est quelque chose de quand même... Dis-nous, Félix, à partir du début de la conception de cet instrument jusqu'à aujourd'hui, il y a combien de temps qui passe? Non, tu ne veux pas me demander ça. Oui, je te demande ça parce que ça... beaucoup trop de temps. C'est pour montrer aux gens que le rapport au temps n'a pas changé avec... Peut-être que tu fasses de façon artisanale ancienne ou que tu le fasses à ta manière moderne aujourd'hui. Ouais. Le rapport au temps est tout aussi important. Généralement, on pourrait penser que c'est un projet autour de 200-250 heures, quelque chose comme ça. Mais là, on l'a étiré parce qu'il y avait beaucoup d'acteurs. Puis j'ai un client très, très patient d'ailleurs. S'il voit la vidéo un jour, merci Eric de ta patience. Mais on parle d'années, là. C'est un projet qu'on étire depuis pas loin de 2 ans, là, tu sais. Par l'impression 3D, par la recherche du bois, Parce que tout ça se fait à travers d'autres choses aussi que vous faites. Oui, non, c'est pas c'est pas le projet unique. On gère des centaines de projets par année là, chez 10 au carré. Puis ça, au début, on voulait, je sais pas, je pense que c'est peut-être moi aussi au début qui s'est laissé prendre au jeu puis il a dit ok, je veux vraiment faire une belle boîte musicale avec ça. Puis ça revient à la question de la corde. À la fin de la journée, tu veux que ça sonne, puis tu veux communiquer cette émotion-là. On a la chance de faire nos objets chantent. C'est quand même assez spécial de dire que tu prends une bûche de bois, puis qu'après 100 heures, tu es capable de la faire chanter. Il y a quelqu'un qui apprend, puis il est capable de te faire hérisser les poils et ses bras. Tu sais, il y a personne... Tous les métiers d'art sont géniaux, là. Puis je sais pas, mais ça me surprendrait qu'il y ait quelqu'un qui voit une tasse se mette à pleurer, tu sais, comme, wow, il y a tellement de belle céramique, et si je t'ai vu, tu sais. À moins que peut-être une urne, si c'est une urne, tu mets quelqu'un dedans, là, mais autrement, il y a quelque chose avec le rapport au jeu. Toute ma compagnie est autour du jeu, tu sais. On joue avec les concepts, on joue avec les technologies, on joue pour découvrir des choses, puis innover, puis on aime ça, tu sais. Puis en lutherie, je pense que ce qui est tellement sexy là-dedans, c'est que quand tu as fini ta job, il y a quelqu'un qui le prend puis qui se met à jouer avec, tu sais. C'est là qui porte ça. Ben oui, mais en tout cas, il y a pas de mots pour décrire ce feeling-là d'entendre ton instrument joué par quelqu'un qui sait vraiment bien jouer, mettons, là. C'est hallucinant, ça. C'est ça. Ben, c'est... C'est vraiment difficile à prévoir. C'est ça, il y a un effet de surprise. On sait que ça va avoir le thème d'une contrebasse, puis que ça va être très grave et tout ça. On va être dans ce spectre harmonique-là. Par contre, la personnalité qu'elle va avoir, on le sait pas. C'est comme pour un enfant. On sait qu'on a passé les échos, on sait que l'enfant va naître puis tout va être à sa place, mais on ne sait pas quelle personnalité qu'il va avoir. Puis c'est un peu la naissance d'un instrument, c'est la même chose. Puis je reviens sur le point tantôt parce que c'est intéressant, le fait de la forme va jouer pour beaucoup. Parce que, à savoir que le violon, là, la façon qu'il est conçu, il y a un équilibre des forces, il y a énormément de tension sur les cordes, puis il y a énormément de tension sur une pièce qui a 3 mm en violon. Essentiellement, on parlait tantôt de l'épaisseur de la table. La table du violon, elle a 3 mm, et puis il y a une pression qui est énorme là-dessus. Mais toutes les forces s'annulent, puis ça fait en sorte qu'un instrument comme un violon de Stradivarius va être encore joué aujourd'hui après 350 ans et plus, 375 ans. Puis qui va se tenir encore debout, puis qui va faire encore du son, puis qui va encore créer de l'émotion. Comparativement à la guitare. Comparativement à la guitare, qui au bout d'un certain temps va s'affaisser, puis va falloir remplacer des pièces. Et puis c'était là aussi le défi technique, parce que selon cette forme-là, cette conception-là, c'est là que tout le design, puis la recherche, puis la modélisation entre en ligne de compte, puis le travail avec l'école de lutherie aussi, de savoir... Ça tient-tu la route, notre affaire? Ça va-tu nous exploser d'en face? Il y a des centaines de livres de pression qui pèsent sur la table. C'était là aussi le défi technique pour
faire en sorte de faire quelque chose qui va se tenir puis qui va perdurer dans le temps aussi. Fait que... Est-ce qu'il y avait un souci à travers ça d'utiliser des bois d'ici ou Est-ce que vous avez toujours travaillé avec des bois d'ici? Ça aurait été quelque chose de vraiment bien. Si on regarde le format de la table, pour avoir une table comme ça, il faut essentiellement avoir un épinette qui est à peu près gros comme ça. Wow. Et puis, ils se font rares. Au Québec, là, les épinettes qui ont ce format-là, faut les trouver. Puis il y a pas personne pour. Il faut que le bois vieillisse puis sèche. Il faut que le bois vieillisse puis tout ça. Puis il y a personne au Québec qui s'est attardé à créer un commerce avec le bois qu'on a ici. Fait que ça comme devient on voit en Europe pas... souvent. Oui. Ouais, c'est ça. Ça fait que ça devient difficile de trouver du bois, des essences indigènes québécoises pour des pièces comme ça. Il faut que les luthiers les fassent vieillir eux autres mêmes? Ou... Absolument. On voyait notre ami Richard Compartino, tantôt, qui a participé. C'est lui, en fait, qui a sculpté la voûte avec deux autres collègues. Et puis, c'en est un qui a fait des travaux de recherche depuis 40 ans sur les essences de bois québécoises, puis que lui, il travaille essentiellement avec ça. Il fait sécher son bois et tout ça, puis les résultats sont stupéfiants. Ouais. C'est vraiment bien. Ouais. Pour la guitare, il va y avoir beaucoup de bois de l'Ouest canadien qui va être utilisé, l'épinette Engelmann, Sitka. Pour la lutherie traditionnelle, la plupart des luthiers vont aller chercher des essences européennes, donc d'épicéas européens, puis des érables aussi européens. Quelques-uns là, s'acharnent à travailler avec le bois québécois, puis ça fonctionne bien. Mais il faut connaître la matière, puis il faut travailler toujours avec ça pour. Faut être ami avec une bonne série. Absolument. Monsieur, oui. On a les systèmes pour le faire. On travaille avec SolidWorks, donc on peut faire des simulations de fluides avec le système. On a les ordinateurs, on aurait la capacité à l'interne de le faire, mais je pense que c'est là qu'on trace la ligne entre l'art et la science. Pour moi, ça serait un coup d'épée dans l'eau d'aller jusque-là dans la recherche en ingénierie, parce que même si mon ordinateur me montrerait des tensions ou des points d'accumulation d'ondes, je serais tenté de le faire pareil anyway pour voir est-ce qu'il y a raison ou pas. Fait que rendu là, je pense que dans une certaine mesure, j'aime que ça reste. Quand on sculpte une table, c'est toujours impressionnant avant qu'elle soit collée, la table d'un instrument, là, tu peux tordre ça, là, puis tu sens la limite du bois. Il y a cette côté-là où... Fragilité et force en même temps, là. Ouais. Puis moi, je suis un cordonnier très mal chaussé parce que je travaille beaucoup avec des ingénieurs, je travaille beaucoup dans le gros technique. Puis je me souviens, une année, on a fait c'est une grande banane, c'est une banane géante, en fait, une plure de banane qui est ouverte, puis c'était un mobilier urbain. Fait que c'est une plure de banane de peut-être 8 pieds de haut, par peut-être 14-15 pieds d'étendue sur le sol. Puis on l'a vraiment modélisé. On est parti d'une plure de banane naturellement qu'on a pris en photo, puis après ça, on l'a modélisé, on l'a importé dans notre système informatique. Puis systématiquement, je demandais aux ingénieurs de m'imprimer le plan, puis je redessinais le plan à la main. Tu sais, j'allais chercher mes tangentes comme un artisan, là. Fait que le geste, l'importance du geste. Ouais, ce geste-là, moi, je le garde. Même mes impressions 3D, quand mes équipes de design m'amènent les impressions 3D, parce que c'est souvent moi qui fais la direction artistique dans la boîte, je vais prendre la potée à char, puis j'ai encore mes outils de lutherie, puis je pense que mes outils de lutherie, ils passent dans plus de potée à char que dans de bois en ce moment, parce que j'ai encore, même sur un plan très technique, j'aime ce geste d'artisan-là. Parce que tu as besoin de valider avec ça. Ouais, puis c'est validé avec le toucher, c'est validé. À un moment donné, n'importe quel artisan va vous le dire, à un moment donné, les mains deviennent les yeux, ou tu as un deuxième sens qui vient appuyer ton travail. Puis moi, même dans une pratique très, très technique, ce volet-là est excessivement important. Ce que j'ai appris pendant mes 3 ans en lutherie, puis ce bagage-là, il me sert au quotidien. Tu sais. Fait qu'à ce niveau-là, je trace la ligne vraiment entre le technique puis l'artisan, généralement. Là. Richard, parle-nous un peu quand on parle des métiers d'art, on pense aussi à l'apprentissage et à la transmission. C'est ce que tu fais maintenant.
Oui, mais en fait, pour être archetier, il y a pas d'école. Donc, il y a aucune école qui existe pour apprendre à devenir archetier. Donc, la seule manière possible pour apprendre, la transmission se passe de maître à apprenti. Et puis, donc, faut aller comme autrefois. Comme autrefois. Donc, faut aller en atelier avec un maître qui décide de prendre le temps puis de nous montrer ce savoir-faire là, les gestes et tout ça. Et puis, après ça, c'est un devoir pour un peu chaque apprenti, éventuellement de retransmettre le savoir. Donc, j'ai enseigné près de 12 ans à l'école de lutherie auprès des jeunes. Puis là, je me consacre essentiellement à mon atelier, mais j'ai des apprentis. Les Français appellent ça le compagnonnage, hein? C'est une sorte de compagnonnage. Tout à fait. Puis là, aujourd'hui, je suis encore dans ça. J'ai une apprentie avec qui je travaille à Montréal, puis que toutes les semaines, je lui montre, on passe une autre étape, puis on valide les points puis les gestes. C'est beaucoup une question de gestes. Puis c'est vraiment le geste qui crée l'objet. C'est ce qui est fascinant avec l'archéterie. On dirait pour la précision, on en vient à reconnaître qui a fait l'objet, juste par la manière que les outils sont tenus. C'est fascinant. Pour la plupart des gens, un archet, il va avoir 100 archets, puis il n'y a personne qui va être en mesure de voir les différences. Mais pour un archetier, on est capable de voir, ça c'est un tel qui l'a fait en telle année, ça, et ainsi de suite, puis on arrive à les reconnaître. Les musiciens, eux, ils voient la différence? Les musiciens voient la différence. Mais c'est comme, ils commencent à jouer, ils sont tout petits, ils ont 5 ans, ils apprennent à jouer le violon, puis ils jouent pendant 40 ans. Puis à tous les jours, ils passent 5-6 heures sur cet instrument-là. On leur donne un archet, puis c'est comme... ils comprennent tout de suite, ils connaissent les limites de l'archet, qu'est-ce qu'il peut faire, puis le cerveau s'adapte. S'il y a des places, qu'il y a des faiblesses ou quelque chose, ils vont découvrir qu'est-ce que l'archet peut donner comme thème, comme palette sonore. C'est fascinant de voir à quel point c'est poussé, puis qu'un morceau de bois produit de l'émotion comme ça, c'est fascinant. D'avenir à ce niveau-là On dirait que ça t'impressionne encore. Ah, ça m'impressionne encore. Ça m'impressionne à tous les jours. Puis tous les jours, tu parlais tantôt, ça nous lève le poil ses bras. Il y a un musicien qui vient à l'atelier, tu termines un archet, il l'essaye, puis là, il te fait une pièce de Bach, puis là, t'es là, puis tes yeux dans l'eau, puis... C'est ta récompense, hein? C'est la récompense. Puis tu dis, comment ça se fait? C'est des morceaux de bois, comment ça fait que ça fait ça? On va voir l'orchestre, puis c'est un paquet de morceaux de bois avec des humains derrière, puis du crin de cheval, puis on est là, puis on a les yeux dans l'eau, puis ça... C'est parce qu'il y a beaucoup de savoir-faire derrière. Ah oui, c'est ça qui est fascinant. Les deux côtés. Oui, absolument. Fait que... Oui. Il y a beaucoup d'humains derrière tout ça. C'est ça qui me fascine dans ce métier d'art-là. Oui. Oui, tout à fait. C'est vraiment ça. Il y a la plupart des musiciens que je côtoie vont avoir plusieurs archets. Là, ils vont arriver puis ils vont avoir un répertoire classique, puis ils vont jouer du Mozart, du Haydn. Ils vont prendre un archet qui est plus léger ou un archet classique qui va avoir 5-6 grammes de moins. Puis là, ils vont jouer tout en légèreté, puis ça flotte sa corde. Puis là, ils vont tomber dans du répertoire contemporain un peu plus, puis du Bartók et tout ça. Puis là, ils ont besoin de quelque chose qui est très costaud, puis là, ils rentrent dans la corde, puis ils ont besoin de force. Fait que là, il faut un archet qui est plus lourd, qui est plus costaud. Puis des fois, dépendamment aussi, par exemple, dans un orchestre, faut que tout le monde ait sa place un peu, puis qu'on vise une homogénéité, puis quelque chose d'harmonieux. Fait que les musiciens vont avoir besoin d'avoir des archets qui sont pas trop... qui sortent pas trop du lot. Pas trop personnalisés. Pas trop personnalisés. Puis à ce moment-là, le même musicien va jouer le lendemain comme soliste, et puis là, il va avoir besoin d'un autre archet qui va faire sortir son instrument, qui va le faire sortir du lot. Il faut qu'il y en ait... Oui. Oh oui, c'est ça. Le rôle de l'archetier, c'est de guider le musicien
à trouver le bon archet qui convient à son jeu puis qui convient à son instrument. Il y a comme un match parfait qui se produit à un moment donné. Puis le rôle de l'archetier, c'est des fois, je présente 20-25 archets à un musicien, ils les essayent tous. Je dis, essaye toutes le même parti le même bac. Touc, 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 touc. Puis à un moment donné, on l'entend, tu sais, on l'entend que le son remplit la pièce, puis ou en violoncelle, on l'entend. Des fois, je suis assis, il y a une jeune violoncelliste, elle essaye, puis à un moment donné, on sent le plancher qui fait ça. Là, tout l'instrument vibre au complet. Des fois, je dis, t'entends-tu, on entend juste la corde. Ah, t'entends, on entend la table. Là, t'entends, on entend le fond de l'instrument, on entend tout le bois qui résonne au complet, puis l'archet va aller extraire tout ce son-là. C'est fascinant. Le révélateur, comme tu disais, l'aiguille de gramophone. Oui. Ouais, le musicien va avoir choisi un instrument qui projette beaucoup. Il y a certains instruments, on est à côté, puis on dirait qu'ils sonnent pas fort. Puis on est là, puis on est dans une salle, puis on est très loin, à l'autre bout de la salle, puis on l'entend comme s'il était à côté ici. Donc ça va être un instrument qui a une capacité de projeter le son très loin puis très fort. Puis l'archet aussi qui va aller chercher encore plus cet aspect-là. Donc c'est un match parfait encore aussi. Puis sur les solistes, ils ont très souvent soit les moyens ou des fois il y a des mécènes qui vont leur fournir des instruments qui vont avoir cette capacité-là de projeter comme ça, puis de se démarquer du lot. Il va y avoir un choix des cordes aussi qui va faire en sorte d'avoir des cordes plus brillantes. Donc, aller dans un registre sonore, un registre harmonique qui va être plus brillant. Puis, tout ça, c'est le travail de l'archetier, du luthier avec le musicien. Puis il y a tout c'est comme... il y a un de mes collègues qui me faisait la comparaison. Il dit un luthier ou un archetier, c'est comme un prothésiste. C'est comme travailler avec quelqu'un qui a une prothèse avec une extension de son corps. Puis le parallèle est vraiment intéressant. C'est un peu ça. Hein? Et de ton côté, Félix, Richard vient de parler de la transmission de son côté. Toi, vas-tu ouvrir une école de créativité ou d'ébullition d'idées musicales? Ma boîte est faite comme un laboratoire, une sorte de laboratoire. Puis j'aime beaucoup créer un lieu de rencontre. Fait que moi, c'est peut-être plus à ce niveau-là. Je me suis beaucoup inspiré de le Royal Society quand j'ai commencé à porter la réflexion sur ma boîte. Tu sais, quand la science a émergé, c'était uniquement des lieux qui étaient fournis par le roi. De peur de perdre la tête parce qu'il voyait bien que soudainement dans un café, on commençait à remettre peut-être Dieu en question, puis son père venait de perdre la sienne. Fait qu'il s'est dit, OK, je suis mieux de leur donner une place pour se rencontrer, sans ça, je vais y passer aussi, tu sais. Puis soudainement, ce lieu-là est devenu le Royal Society, mais c'était uniquement une place où les gens pouvaient aller, ils s'habillaient bien. Tu te mettais un bel habit, puis tu pouvais le dimanche aller là montrer une expérience qui était démontrable. Tu sais, c'était vraiment physique, c'était pas philosophique, c'était juste comme voici, j'ai fait une expérience, voici ce que ça donne, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Puis la science moderne est née un peu de cette période-là. Tu sais. Puis quand je me souviens avoir déjà lu sur ça, puis de me dire waouh, c'est exactement ça, c'est ça que je veux, tu sais, c'est ce que j'ai de besoin pour générer des idées dans ma boîte aussi. Tu sais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que on a un grand loft de création à Rosemont, là, à Montréal. Fait que j'ai tout mis des bureaux sur des mezzanines en haut. Donc, le plancher est libre à qui veut bien. Il faut quand même se parler, là, on s'entend. Mais dernièrement, on a les impressions 3D. Puis il y a une de mes très bonnes amies qui a été directrice chez Moment Factory pendant 8 ans. Puis elle a pas l'argent, elle, pour aller puis imprimer toute son espèce de... C'est une grosse montagne, là. Fait qu'elle a pas nécessairement les fonds pour imprimer ça. Puis j'ai dit, on va te le commanditer, on va te le donner. Mais juste d'avoir elle qui passe puis qui fait son projet artistique, ça stimule tout. Ça stimule les autres autour, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que là, ça génère des discussions, ça génère du savoir sur les technologies qu'elle va utiliser, comment est-ce qu'elle travaille. Donc à ce niveau-là, je pense pas que ça serait temps d'être un enseignant, mais de
de parrainer puis d'accueillir beaucoup de gens comme ça, des artistes, des ingénieurs. C'est une manière aussi de générer des idées puis de transmettre en même temps. Ben, je pense que c'est là, c'est d'où part la curiosité, parce que tu sais, dans partout autour de nous, tout est issu de la curiosité, les objets. Mais la plupart des artisans que vous êtes travaillent tout seuls, généralement. Alors là, de pouvoir voir le travail des autres aussi, ça fait... J'ai besoin de parler au monde, apparemment. Ouais. Je suis capable d'être ça. Je comprends pas ça. C'est uniquement ça. C'est une fois que tu rentres la curiosité, tu vas générer des idées. Parce que tu provoques. Tu vas aller un peu partout. Oui. Mais l'important après ça, c'est ce que j'essaie d'enseigner au quotidien, autant à mes employés que ceux qui viennent faire leur projet, c'est joue avec ton idée. Parce que l'idée est facile. Tu vas en avoir des centaines d'idées dans une journée, mais en bout de ligne, c'est pas tant l'idée que tu veux, c'est la découverte. Tu veux découvrir quelque chose. Fait que c'est de pousser les gens à toujours découvrir. Puis à partir de là, on joue avec les technologies, on joue avec nos formes 3D, on joue avec les utilisateurs, on invite du monde chez nous pour venir essayer des choses. Souvent, c'est en musique. On va faire des brainstorms. Il y a un pianoman qui est là dans le coin puis qui nous écoute puis qui il joue en même temps. Fait que c'est juste de faire une espèce de grosse, mais comme tu disais tantôt, un gros presto, là. Un moment donné, ça pète puis il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Fait que je pense que c'est beaucoup à ce niveau-là que j'aime voir qu'on peut donner un peu. Est-ce que ton professeur de lutherie de jadis a vu tes grenouilles qui jouent de l'harmonica? Non, je pense pas. Mais je l'ai revu. Un moment donné, on était en bon terme, finalement. C'est tout du bon monde, là. C'est tout, mais non, j'ai pas... je sais pas. En fait, je sais pas. Ça serait un projet fort intéressant à faire, d'imprimer un violon en 3D. Secrètement, j'en rêve. Mais la mienne, on prend une matière qui est, ils disent biodégradable, je sais pas sur combien de centaines d'années elle est, là, mais on utilise quand même une matière qui est peut-être moins... noble. Ouais, mais avec des propriétés, j'aurais des doutes sur les propriétés acoustiques de la matière qu'on utilise, mais on pourrait aller sur du titanium, on pourrait aller sur d'autres choses qui seraient comme... Je suis assuré qu'on peut faire quelque chose de fort intéressant. Ouais, c'est un peu ça. Puis quand tu as quelque chose dans les mains, tu vois, OK, là, elle pourrait plier. Ça donne quand même une idée, parce que le bois, ça reste quand même un composite, là. C'est un outil, finalement, d'expérience, là. Oui, c'est ça, c'est purement ça. C'est un outil d'expérience pour... c'est une curiosité, là, carrément. C'est d'approfondir dans ce sens-là, comment est-ce qu'on pense qu'elle va réagir, puis d'avoir un modèle pour le voir. Mais oui, c'est beaucoup pour valider la forme. Est-ce que c'est efficace en 3D, tu sais. Non, 100% analogue. Ouais, ça, j'aime beaucoup travailler. Puis encore là, c'est beaucoup, avec Anne-Marie, on a travaillé beaucoup à l'arrondissement Le Plateau. On a travaillé beaucoup sur cette idée-là de l'éveil musical chez les jeunes. Pour moi, ça a toujours été très, très, très important, parce que si tu montes à un enfant de 3 ans à chanter une gamme, c'est un langage qu'il va apprendre toute sa vie, puis ça donne que c'est probablement le seul langage universel qu'on possède sur la Terre. Tu sais. Fait que pour moi, cette sensibilité-là, en termes de créer des objets qui peuvent enseigner ou piquer suffisamment la curiosité d'un jeune pour qu'il aille apprendre à jouer, c'était très important. Donc, la partie acoustique analogue, pour moi, est vraiment Donc, un important. vrai son. Oui, mais on avait fait synthétisé. Exactement, que le son est généré par le geste, parce que quand tu génères le geste, tu génères sa force, tu comprends un peu faut que tu y mettes du cœur pour que ça sonne bien. Je me souviens, on avait fait un projet, Marie, tu dois t'en souvenir aussi, là. On était dans un parc, c'était à côté d'une genre de ludothèque, une petite bibliothèque dans un parc. Puis on avait créé cette gigantesque structure-là qui était principalement des carillons. Donc, c'est des tubes d'aluminium coupés à bonne grandeur. Fait que la colonne d'air était accordée pour une fréquence précise, donc une note. Fait qu'on avait fait, je pense, sur 2 octaves, on avait fait un grand carillon. Puis les enfants pouvaient aller à la bibliothèque à côté, juste à côté, prendre un manuel. Puis l'idée du projet était essentiellement, si les jeunes n'ont pas peut-être la chance d'avoir des parents qui les poussent dans la musique à la maison, ou qui n'ont peut-être pas les moyens de le faire,
ben, ils peuvent soudainement aller dans la ville. Il y a un objet dans la ville qui est fait, le petit livret est fait pour leur enseigner c'est quoi une gamme, c'est quoi les petites pièces faciles qu'on peut jouer, puis provoquer cet éveil-là, cette curiosité-là chez les enfants. Ça, c'est des projets que j'adore travailler autour. Là. Cet éveil musical-là est vraiment... il y a quelque chose à faire avec ça. Oui, tout le temps. Ouais. Parce que ton public se régénère tout le temps aussi. En plus, j'ai tellement d'histoires. Là. Je me souviens une fois, il y a une de mes amies dans un café, elle m'envoie une petite vidéo, puis on a fait des sapins qui font la musique. C'est des sapins avec des touches de xylophone à l'intérieur. Puis, il y a une partition à déchiffrer pour que les enfants trouvent c'est quoi le cantique de Noël, tu sais, en jouant sur le sapin. Puis, donc, une de mes amies est dans un café, puis elle a fait une vidéo. Puis, tu le vois, c'est l'enfant qui tire sur le bras de son père, puis son père qui est en train de s'acharner à découvrir la pièce. Puis c'est l'enfant qui est comme, je vais être en retard à l'école, tu sais. Mais ça, quand je reçois des choses comme ça, je suis comme, wow, tu sais. Parler à, tu sais, on a tout encore notre enfant un peu en nous. Des fois, on l'oublie, mais il est tout le temps là, tu sais. Fait que bien souvent, je réussis, au travers d'une création, à frapper une corde sensible qui fait que un monsieur en 3 pièces va s'arrêter, regarder, il n'y a personne, puis il va tenter un petit solo, là. Ça, j'aime ça. Ça, c'est vraiment... Alors, ton mot-clé, c'était jeu. Oui, toujours. Ouais. Ah, oui. Autre question, monsieur? J'aurais pu vous donner 20$ pour cette question-là. En fait, oui, c'est intéressant parce que la pandémie m'a beaucoup amené à questionner ce modèle d'affaires-là parce qu'on a toujours fait de la pièce unique, du sur-mesure. Puis pendant la pandémie, j'ai commencé à regarder tout l'acquis qu'on avait. Tu sais, j'étais tout seul au bureau, je me faisais pas déranger, fait que j'étais bien. Mais je regardais puis je me suis dit, mon Dieu, on en a fait 700. Tu sais, dans mes systèmes 700 informatiques. différents. 700 inventions de carrousel, de lions qu'on joue ses dents, de bananes géantes, de n'importe quoi. Et là, je me suis dit, hey, OK, il y a du stock là. Tu sais. Puis à l'intérieur de ça, j'ai commencé à réfléchir à créer une marque. Une marque, je l'ai nommée parce que c'est enregistré puis on ne sait pas où ça va aller. Mais donc, ça s'appelle World of Marzel. Okay, donc, c'est l'idée que je prends des objets puis je peux créer des paysages maintenant, comme vraiment une vraie scénographie urbaine avec des anciennes inventions. Donc là, autour d'une thématique, tu peux combiner différemment. Je pourrais faire la thématique hiver, donc avoir certains objets que vous avez vus là, des reines, des ci, des ça. Puis là, soudainement, je peux vraiment aller au fond de cette idée-là de laisser un citoyen déambuler dans une expérience, puis de créer lui-même son histoire, mais à partir d'objets qui sont nés de collaboration avec des artistes ou purement de mon esprit. Mais c'est vraiment là que j'ai envie depuis COVID, là, j'ai vraiment envie de faire ce grand virage-là, puis Parce qu'une fois que le prototype est là, il est fait. Après ça, il est reproductible. Ouais. Fait que je suis beaucoup dans cette recherche-là de qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces propriétés-là, tout ce potentiel-là. Fait que, près de chez vous, peut-être à Longueuil, on ne sait pas, Lucie. On a un beau marché de Noël ici. Tu pourrais carillonner tant que tu veux. Mais c'est une aventure qui continue. C'est vraiment je le vois vraiment comme une aventure, puis c'est le fun. C'est vraiment, vraiment le fun de le voir comme ça. Créer des mondes, au final, c'est uniquement ça. C'est mieux créer des mondes que créer des monstres. Ça, c'est vrai. Tout dépendamment. si la thématique, c'est Halloween, peut-être que... Mais je sais pas, je l'explore. Hein. C'est une nouvelle aventure. Fait que l'expérience avec Maestro Nagano était intéressante. Donc, Oui, absolument. Ça pourrait être reproduit dans plusieurs villes. Les gens... je vais finir sur cette idée-là, là, mais cette volonté-là de vouloir faire ces projets-là est née du COVID. Puis il y a une chose que je me rends compte beaucoup, parce que je suis d'abord et avant tout designer industriel, donc je solutionne des problèmes à échelle humaine. Tu sais. Puis il y a une chose que je me suis beaucoup rendu compte depuis cet été à regarder comment les gens vivent avec le COVID, c'est que les gens sont très heureux parce qu'ils passent beaucoup plus de temps en famille. Donc la bulle familiale a grandi énormément. Là, par défaut, puisque tu passes plus de temps avec ta famille, ben, tu cherches à faire plus d'expériences. Fait que là, tu voyais, tout le monde mettait des photos de leur pain, tout le monde a fait leur arc-en-ciel, puis on avait tous le même désir de créer quelque chose pendant la COVID. Puis en même temps de ça,
on avait ce besoin d'expérience-là, mais on avait aussi cette crainte qui grandissait chez nous. Fait qu'on avait j'ai l'impression qu'on a une population qui est apeurée, qui a très, très peur, même de son voisin. On est tous là, puis 2 mètres, puis les masques, puis tout. Mais qui a besoin d'avoir énormément d'expérience aussi. Puis ce que je trouve que ma réflexion s'emboîte bien, puis c'est pas pour rien, c'est que ça va passer par l'espace public. Je pense que la cellule familiale va vraiment se rejoindre quand on va réussir à créer des petites cellules, des petites installations où soudainement une famille peut aller dans le traîneau du Père Noël pendant que l'enfant joue sur un tableau de bord, les parents prennent un café, parce qu'il n'y en aura pas de Père Noël, il n'y en aura pas de parade, il n'y en aura pas de concert. Si on veut réapprendre un peu à vivre ensemble, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant avec le type d'objet que je fais. Je suis pas seul qui en fait, il y a plein de concepteurs qui en font, mais de réussir, nous, dans les villes, puis nous-mêmes, chez nous, à créer des petites expériences pour 4-5 personnes qui vont pouvoir être partagées puis dans la population. Puis ça, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment... On va le voir de plus en plus arriver, ça. Ça va être vraiment... on va réapprendre à vivre ensemble au travers de tout ça, des expériences à l'extérieur. Puis ça va être le fun. Là, on va vraiment... Printemps prochain, là, c'est ma prédiction. je pense qu'on va avoir du bon temps à l'extérieur à se redécouvrir. On va se donner rendez-vous alors, l'été prochain peut-être. C'est jamais. Vraiment. On aimerait ça. Alors, c'est l'heure de les remercier. On les applaudit. Merci beaucoup, Félix Marzel, Richard Morancy, merci beaucoup. C'était fascinant et je pense qu'on aurait pu jaser encore très longtemps. Mais merci beaucoup de votre participation. Merci à toi. Merci Richard, merci Félix, c'était fabuleux, vraiment. J'espère que tout le monde a été enchanté de cette rencontre hors du commun, peu ordinaire de voir des luthiers, un visionnaire, exactement. Non, mais c'est de voir aussi que la technique ancienne se transpose dans les créations contemporaines. Ça, c'est le désir, nous, qu'on a à Métiers et Traditions, de mettre de l'avant. Donc, c'est un exemple fabuleux. Merci. Merci encore beaucoup. Merci d'avoir beaucoup. été présent. Mettez votre masque avant de partir et respectez les distanciations, s'il vous plaît. Merci à vous.